Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous sommes en direct. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi au palais présidentiel avec le président d'une institution financière britannique. Il a été question de financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à Abidjan du 17 au 18 octobre pour prendre part à la conférence sur la protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme ont été conviées à un dîner par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. La Commission nationale électorale du Libéria a annoncé hier jeudi soir que le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre prochain. Aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin organisé le 10 octobre dernier. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi au palais présidentiel avec le président d'une institution financière britannique. Il a été question de financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. L'institution britannique de financement du développement, CDC, entend renforcer ses investissements en Afrique subsaharienne. En mission de prospection en Côte d'Ivoire, le président du groupe CDC est venu présenter au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, son plan d'investissement dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons une très bonne réunion avec le président. On parlait premièrement le progrès de Côte d'Ivoire. Si pour moi, à visiter, à voir tous les progrès économiques, c'est très très impressionnant. Et aussi, nous avons parlé de l'histoire de CDC pendant la dernière 70 ans. Et nous avons une grande histoire en Côte d'Ivoire. Et fait les grands investissements dans Sèvres et Cavalier. Et on a continué à faire l'investissement en Azito. Nous sommes le plus grand investisseur dans Azito. Et à ce moment, nous avons 200 millions de dollars d'investir ici. Entièrement détenu par le gouvernement britannique, le groupe CDC soutient le développement du secteur privé en Afrique et en Asie du Sud en vue de créer des emplois et améliorer durablement les conditions de vie des populations locales. Et c'est un reportage d'Awa Touré. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à Abidjan du 17 au 18 octobre pour prendre part à la conférence sur la protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme ont été conviées à un dîner par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a réitéré les remerciements du peuple et du gouvernement ivoirien aux premières dames présentes à Abidjan, signe de leur engagement aux côtés des personnes vulnérables. Voilà, c'est parti pour la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu hier jeudi à Ondianois sur l'axe à Abidjan, Yamoussoukro. Objectif lutter contre le paludisme en cette petite saison des pluies. Franck Quadio. Des enfants bien insouciants barbotant dans ce filet d'eau insalubre, de hautes herbes pleines de déchets divers, non loin d'habitations. Un environnement propice à la reproduction de l'anophèle, le moustique femelle vecteur du paludisme. Nous sommes à Indianois, dans le département de Tiassali. Le paludisme, ici, fait partie du quotidien. Les moustiques nous fatiguent parce que l'environnement même, déjà l'eau sale, des bouches, tout ça, ça nous fatigue beaucoup. Avec la poubelle qui est tout juste à côté ici, on n'arrive pas à dormir, les enfants tombent malades. À l'instar de Ndianois, plusieurs localités concernées, le paludisme est aujourd'hui un problème de santé publique. C'est la première affection relevée dans les centres de santé en Côte d'Ivoire selon l'Organisation mondiale de la santé. L'État a décidé de réagir. Est née en 2011 la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. En 2014, la performance de distribution est passée à 96% de couverture selon le ministère de la Santé. Les résultats sont bons, mais nous devons poursuivre l'effort. Parce qu'aujourd'hui, 11% de décès hospitaliers sont liés au paludisme. Nous ne voulons plus
de décès liés au paludisme. Poursuivre la sensibilisation et la distribution gratuite de masse de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le sens de cette troisième campagne nationale, à Ndiano, localité choisie pour le lancement, le directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté les populations à privilégier l'assainissement pour mieux faire reculer le paludisme. Pour lutter contre le paludisme, nous devons conjuguer d'autres stratégies. Aujourd'hui, c'est la distribution, mais vous, dans vos régions, dans vos localités, dans vos concessions, vous devez vous débarrasser, que ce soit des ordures, que ce soit des flaques d'eau, que ce soit la broussaille. Mais vous devez faire de la sensibilisation, mais aussi, vous devez aussi faire l'assainissement du milieu. 15 millions de moustiquaires imprégnés pour les ménages cette année 2017. La première phase concerne 18 régions sanitaires et elle ira du 18 au 22 octobre 2017. Les représentants résidents de l'Organisation mondiale de la santé OMS, de l'UNICEF et les autres partenaires du système sanitaire ont réaffirmé leur engagement. Rappelons que plus de 72 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée à cet effet par le Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Suite au communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques faisant cas de peste porcine dans le département de Ferkessédougou. Ferkessédougou, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un mauvais relais de la part de certains médias, mais cela n'a pas fait changer les habitudes alimentaires dans les zones non concernées. Godefroy Okambawa, Chantal Eouman, Akandan. Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources animales et halieutiques du 16 octobre 2017. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine dans certaines localités de Ferkessédougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné des précisions sur les mesures urgentes prises par le gouvernement. En vue d'éradiquer le virus, des mesures urgentes suivantes ont été prises. L'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. La bataille des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées pour empêcher toute introduction malveillante dans celles-ci des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Notons que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Mais cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. Le Conseil national de la presse, dans le cadre de la régulation économique du secteur de la presse, a dressé le bilan des entreprises de presse. Le CNP a relevé que 44 entreprises pêchent les journalistes à la convention collective, 40 ont déclaré leurs travailleurs à la CNPS, 20 ne disposent ni d'attestation de régularité de paiement de leur dette sociale, ni de moratoire de paiement. Plus de détails avec Issa Yeo Ichona. Regardez. Le Conseil national de la presse CNP, au titre de l'année 2017, a décerné des bons et mauvais points. La liste des bons et mauvais élèves concernant les entreprises de presse est désormais connue.
Sur la base des documents reçus des patrons de presse concernant les bons élèves, sur 64 entreprises de presse, le CNP a relevé que 44 payent leurs professionnels à la convention collective. 40 ont déclaré leurs travailleurs à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. 14 disposent d'une attestation de régularité des paiements de leurs dettes sociales vis-à-vis de la CNPS et 13 disposant d'un moratoire de paiement de leurs dettes sociales avec la CNPS. Pour ce qui concerne les mauvais élèves, 20 entreprises de presse ne disposent ni d'attestation de régularité des paiements de leurs dettes sociales vis-à-vis de la CNPS, ni de moratoire de paiement. Cette opération du CNP vise à doter la Côte d'Ivoire d'entreprises viables. Il y a des sociétés d'édition qui font des efforts pour faire face à leurs obligations sociales, pour faire face à leurs charges. Mais il faut reconnaître qu'en face, les résultats financiers n'aident pas à aller plus loin que ce que ces entreprises de presse réalisent. Mais nous les encourageons à s'organiser, à mieux se restructurer. Les organisations de la presse saluent le travail de l'organe de régulation tout en l'invitant à la vigilance auprès des entreprises de presse. Vous avez tout le discours, c'est tenu autour de la convention collective, autour des salaires des journalistes, autour de la déclaration à la CNPS. Ce sont des questions que nous avons toujours portées. Et nous sommes heureux aujourd'hui que ces questions soient portées par le CNP. Nous sommes satisfaits des conclusions qui ont été tirées. Seulement, nous constatons qu'il y a beaucoup de travail à faire de part et d'autre. C'est pour cela que tous les acteurs des médias vont se retrouver bientôt pour analyser un peu la situation. Le Conseil national de la presse entend mieux faire l'année prochaine. Toutes les informations reçues seront vérifiées auprès des journalistes et de la CNPS. Issaïe Ochona, tout à fait autre chose à présent. Le Fonds des Nations Unies pour la population a présenté son rapport 2017 sur la population, un rapport qui peint un tableau sombre au niveau de la santé de la femme qui est en péril. Davis Oyo, Franck Quadio. À l'échelle mondiale, seulement la moitié des femmes ont un emploi rémunéré. Les femmes ont un salaire inférieur de 23% à ceux des hommes et 3 femmes sur 5 ne bénéficient pas de congé de maternité. Autant d'inégalités auxquelles les femmes font face, selon le rapport 2017 du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Les inégalités donc, entre pays, mais également les inégalités entre genres, y compris à l'intérieur des pays, méritent une attention particulière de tous. Notre message aujourd'hui ici à Abidjan, c'est vraiment une mobilisation pour des investissements massifs dans l'éducation de la fille, l'accélération un peu de l'égalité des genres, mais également des mesures de bonne gouvernance. Ce rapport 2017 du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA vise à contribuer à la réduction des inégalités pour garantir l'atteinte des objectifs mondiaux de développement durable. L'Institut Goreche organise un séminaire autour du thème « Leadership, jeunes et prévention des conflits en Afrique de l'Ouest ». Objectif, aider les jeunes à analyser la situation politique et sécuritaire de leur pays. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Contribuer à améliorer les connaissances des jeunes sur les méthodes de gestion des conflits et de prévention de la violence. Aider les jeunes à analyser la situation politique et sécuritaire de leur pays. C'est l'objectif que veut atteindre l'Institut Gorée par le canal du séminaire qu'il organise du 18 au 20 de ce mois. Le but de ce rendez-vous est de permettre aux jeunes d'apprendre et de profiter des expériences des représentants des institutions internationales. À l'heure où les enjeux de paix et de sécurité sont vraiment une réalité dans notre sous-région, il est important que tous ceux qui sont des acteurs de développement puissent intégrer la jeunesse dans toutes leurs démarches. Ce forum est salutaire vu que c'est fait pour inviter la jeunesse pour participer à ce forum sur la prévention des conflits et le leadership des jeunes en Afrique de l'Ouest. Une initiative jugée opportune par les autorités du pays. Ce forum constitue pour vous, les jeunes, l'occasion toute rêvée de mener des réflexions plus approfondies et collectives sur une problématique d'une importance capitale pour notre sous-région, en proie à de nombreux défis liés à la paix et à la sécurité. La sous-région ouest africaine a besoin de paix pour relever le défi du développement et pour offrir des perspectives d'épanouissement
aux populations particulièrement jeunes qui s'interrogent quotidiennement sur leur avenir. Et cette peine ne peut être effective sans l'implication de la jeunesse qui représente une frange importante de la population. Leadership jeune et prévention des conflits en Afrique de l'Ouest est le thème de ce séminaire qui regroupe 50 participants venus de 9 pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le secrétariat national au renforcement des capacités en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé au lancement du diagnostic des capacités des collectivités territoriales. Une action qui vise à identifier les faiblesses de ces collectivités afin de proposer des actions de renforcement de capacités pour une ressource humaine de qualité. Fidèle Aigné Wilfried Herman Djivé. Évaluer les capacités des collectivités locales en vue d'en faire le moteur de développement de la Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est assignée le secrétariat national au renforcement des capacités par le biais d'un diagnostic. La Côte d'Ivoire est en train d'aller à l'émergence. De quelles capacités avons-nous besoin pour atteindre donc cet objectif de développement que le chef de l'État nous a fixé et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Et en termes de capacité, il s'agit à la fois de capacité au niveau institutionnel, au niveau structurel, de capacité au niveau organisationnel, mais également de capacité au niveau de la qualité des ressources humaines. Le rôle des collectivités est un rôle fondamental. Vous savez que tout le développement de notre pays est basé sur les collectivités. Nous avons des hommes, mais il nous faut aujourd'hui des capacités. Et sans cette capacité, les moyens qui seront mis à disposition ne permettront pas d'amorcer la marche de nos circonscriptions et de nos cités. Pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, cette action permettra d'améliorer la qualité des services proposés par les collectivités locales pour un mieux-être des populations. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles personnes qui animent les administrations dans les collectivités et ces fonctionnaires, tout comme les agents localement recrutés, ont besoin de renforcement pour améliorer ce qu'ils savaient déjà faire. 8 collectivités, dont un district, 2 régions et 5 communes sont concernées par la phase pilote de ce diagnostic. Il va s'étendre sur 2 mois. L'Organisation pour l'enfant, la femme et la famille, ONEF, était en mission de sensibilisation dans le Gontogo. Objectif, exhorter les populations à déclarer les enfants à l'état civil dès la naissance et à avoir elles-mêmes des documents administratifs. Franck Quadio. Posséder un document d'identité, c'est exister juridiquement. C'est pourquoi la loi fondamentale dit que le droit à l'identité est un droit inaliénable et incontestable. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, 700 000 personnes n'ont ni une pièce d'identité ni un extrait de naissance. L'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, ONEF, s'est engagée aux côtés du gouvernement pour régulariser la situation de ces personnes tout en évitant que d'autres se retrouvent sans document d'identité. À Bondoukou, où s'est rendue une mission de l'ONEF, autorités administratives et sociétés civiles ont été entretenues sur l'importance de déclarer les enfants à la naissance. Une personne apatride, c'est humiliant, c'est dégradant et c'est déshonorant de savoir qu'une personne adulte n'a aucune pièce d'identité pouvant prouver sa nationalité. Et quand à des contrôles de police ou de gendarmerie, on arrive à vivre ces humiliations, c'est pas facile à vivre en tant que père de famille. Ce message prend tout son sens quand on sait que les statistiques de l'INS donnent 2 700 000 enfants non déclarés à l'état civil ivoirien. En somme, ce projet initié par l'ONEF, aidé de ses partenaires, vise à accompagner 2000 ressortissants du Gontogo dans l'obtention de leurs documents d'identité d'ici à fin 2018. Le chapitre éducation, l'école supérieure des travaux publics ESTP de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient de recevoir 21 millions de francs CFA de matériel didactique d'un opérateur. Cet opérateur veut apporter sa contribution pour la formation des cadres des travaux publics de la Côte d'Ivoire. Retrouvons Franck Quadio. Cet appareil
est un récepteur nouvelle génération GNSS de système de positionnement par satellite. Et celui-ci, un carnet de terrain avec un écran tactile lumineux et un clavier alphanumérique. Un matériel de pointe dans les domaines du géopositionnement et de la topographie que ces étudiants de l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, pourront désormais manipuler au cours de leur apprentissage. Leur école vient de recevoir des mains d'un opérateur un équipement d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Aujourd'hui, donc, ils ont ces équipements. Ça va pouvoir les aider au niveau des travaux pratiques, au moins venir appuyer tout ce qu'ils reçoivent en tant que cours théorique. La présente remise de dons traduit la politique gouvernementale de l'implication des entreprises dans la formation et la recherche. Une politique qui devrait permettre d'accroître les performances de l'ESTP et corriger le problème de l'inadéquation formation-emploi. Ces équipements permettront aux élèves d'aller sur le terrain, de faire les travaux pratiques et d'être plus compétitifs dans la formation et après la formation au bénéfice des entreprises. Je crois que nous sommes en train de reconstruire avec les partenaires une autre façon de faire la formation, de rendre la formation encore plus pratique, plus compétitive. Ça va permettre à l'INP et à l'école des TP de faire un bon qualitatif au niveau de l'apprentissage. Rappelons que l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, fait partie des 7 grandes écoles qui forment l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Elle forme des ingénieurs et techniciens supérieurs dans des domaines comme celui du bâtiment et de la topographie. La Fondation Magic System et le Fonds africain Artists for Development viennent de mettre à la disposition des élèves de l'école Magic System d'Anoumambo à Marcory plus de 2000 livres. Ce partenariat entre les deux structures vise à ouvrir des bibliothèques dans les établissements portant le nom du groupe Zouglou dans les 5 années à venir. Issa Yeo Chono, reportage. Lire, c'est voyager sans se déplacer. La lecture permet aussi de fortifier la personnalité de l'individu. Bengi Michael, élève en classe de CM1 à l'EPP Magic System d'Anoumambo, en est conscient. Je vais aimer lire les livres de français, de mathématiques, d'histoire, de géographie. C'est important de lire parce qu'à partir du livre, nous pouvons apprendre plein de choses. Koulibaly Fatim, pour sa part, promet de fréquenter la bibliothèque de son établissement. Il y a une bibliothèque qui sera là, donc je pourrais partir lire tous les jours. Ces deux élèves, comme tous les autres de l'EPP Magic System d'Anoumambo, n'auront plus à parcourir une longue distance pour avoir accès à un livre. Une bibliothèque existe désormais dans leur école grâce à la Fondation Magic System et ses partenaires. Une bibliothèque, elle est toujours magique pour les enfants parce que lorsqu'on ouvre un livre, on devient indépendant, on a confiance en soi, on rentre dans un monde d'aventure, de rêve. C'est le début de l'adulte de commencer à ouvrir les pages d'un livre. Il y a à peine 1 an que nous avons décidé de mettre ce projet en place et quelques mois après, nous avons l'ouverture de la première Magic Bibliothèque. Et comme on le dit, en Afrique, on ne lit pas beaucoup. Et initier nos enfants à la lecture est quelque chose de bien. Quand on ouvre un livre, effectivement, on devient indépendant et on prend confiance en soi. Une chose est d'installer une bibliothèque, une autre est de la fréquenter. La directrice de l'école a son plan afin de permettre aux élèves de lire davantage. Nous allons inclure la fréquentation de la bibliothèque dans nos emplois du temps. Nous allons venir en petits groupes par classe. 25 élèves qui vont venir par séance pour lire, toucher au moins les livres. La Fondation Magic System et ses partenaires entendent doter les écoles portant le nom du groupe Zouglou à travers le pays d'une bibliothèque dans les 5 ans à venir. Cette première bibliothèque qui vient d'être inaugurée dispose de 2000 livres pour la littérature infantile. Les élèves méthodistes s'impliquent dans le projet intitulé Une école, 5 hectares de forêt. Ces élèves ont organisé une opération de plantine d'arbres. Chris Diomandé, Delphine Ougla. 400 plants d'essence locales et exotiques sur 2 hectares. Une opération initiée par les élèves méthodistes, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Eaux et Forêts. L'opération s'inscrit dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt. Notre forêt a disparu. Et dans les stratégies pour renverser la tendance, le ministère des Eaux et Forêts met l'accent particulièrement sur la protection de ce qui reste comme forêt, les reliques forestières, mais aussi surtout
réhabiliter par le reboisement et la mise en défense tout ce qu'on peut faire comme action de reversement de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à terme, selon le lieutenant-colonel Apata Yavo Nicolas, la réalisation de 6 000 hectares de forêt pour une participation de 1200 établissements allant du primaire au supérieur. C'est très rare pour des écoles en Côte d'Ivoire de participer à ce genre d'événement. Et maintenant, j'ai sur mes épaules, il y a beaucoup de responsabilités. À ce jour, 500 hectares ont été réalisés par 250 établissements. La directrice de l'école méthodiste, Mme Noël Delhomme, et le directeur de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale, Kofi Efi Umbra Nicolas, ont invité les acteurs du système éducatif à travailler en synergie pour la protection de l'environnement. Le ministère des Eaux et Forêts encourage toutes les communautés éducatives ivoiriennes à s'inscrire dans le projet Une école, 5 hectares de forêt pour la survie de la forêt ivoirienne en danger. Les statistiques annoncent un taux de couverture oscillant entre 11% et 4%. Une situation qui pourrait avoir des conséquences écologiques graves si rien n'est fait. 3 personnes ont été tuées, 44 autres ont été blessées hier jeudi à Lomé dans les heurts avec les forces de l'ordre qui tentaient d'empêcher une manifestation antigouvernementale selon l'opposition togolaise. Mais pour le parti au pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Autre chose, la Commission nationale électorale du Libéria a annoncé hier jeudi soir que le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre prochain. Aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour du scrutin organisé le 10 octobre dernier. Georges Weah, candidat de la coalition d'opposition, était arrivé en tête avec 38,8% des suffrages exprimés, et suivi du vice-président sortant, Joseph Nyoma Bouakai, représentant le Parti de l'Unité, le parti au pouvoir, qui a obtenu 28,8% des voix. La campagne pour le second tour, qui a commencé dès l'annonce des résultats du premier tour, prendra fin le 5 novembre prochain à minuit. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a organisé une conférence de presse autour du thème « Le processus démocratique en Afrique, contraintes et perspectives » et ce à l'occasion de la commémoration de son 12e anniversaire du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ahmed Traoré, Citasoro. Explorer des pistes de réflexion sur les œuvres de paix et de démocratie du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le but de la conférence animée par le professeur Latiedo Sébastien. Autour du thème « Le processus démocratique en Afrique, contraintes et perspectives ». Le processus démocratique en Afrique est marqué par des contraintes aussi bien constitutionnelles, sociales, politiques qu'économiques. Mais qu'au-delà de ces contraintes, il y a un mouvement constitutionnel africain et on a noté aussi que dans cette nouvelle dynamique, il y a la mise en place de nouvelles institutions. Selon le premier responsable de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, cette conférence est à saluer. Dans tous les pays du monde, ce sont les Africains qui avaient perdu cette tradition. On honore les personnalités qui ont marqué votre histoire. Et c'est le cas d'Houphouët. Et la fondation qu'il a créée a pour mission essentielle de défendre sa mémoire, de défendre son œuvre et de permettre aux futures générations de s'approprier son idéal de paix. S'il est en vie, le président Félix Houphouët-Boigny aurait cette année 112 ans. Les journées commémoratives de l'anniversaire de sa naissance se tiennent ces 18 et 19 octobre 2017 à Abidjan et à Yamoussoukro. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.